Tu ne progresses que quand tu acceptes que tu as fait de la merde, que ça va coûter très cher. Mais c'est juste en fait que la marche est haute, mais tant que tu n'acceptes pas de passer cette marche, tu restes en bas. L'immobilier d'habitation, on est responsable des aménagements intérieurs, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des billets à sortir pour ceci, pour cela. Et en fait, en immobilier d'habitation, tu es responsable de tout. Tu as une responsabilité infinie. Quand je suis revenue, j'ai tout plaqué, mon ex-mari, l'appartement qu'on avait acheté, la région dans laquelle on vivait, et je me suis cassée. Et effectivement, j'ai des malfaiteurs qui ont réservé mon bien, qui a abouti en fait à un assaut du GIGN sur mon immeuble, qui a bien évidemment tout pété. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir d'accueillir la charmante Tania. Merci beaucoup de me faire ce plaisir de passer cet épisode avec nous. Comment vas-tu, Tania ? Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, grand plaisir. Merci à toi. On va parler un petit peu, raconter un petit peu ton parcours. J'ai l'impression qu'il est divers et varié, justement. Il t'arrive pas mal d'épopées en plus en ce moment, donc on va certainement les aborder. Mais bien sûr, je pense qu'il y a une grande partie de mes auditeurs qui vont te découvrir dans ce podcast. Donc j'ai envie de te dire, Tania, qui es-tu ? Qui est Tania ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? D'où tu viens ? Qu'on comprenne un petit peu. Et puis, comme d'habitude, dans cet épisode, on va creuser un peu et rebondir un peu sur tout ça. Alors bonjour à tous, je vais faire la version concise. Moi c'est Tania, j'ai 34 ans et je suis formatrice en finance et gestion de patrimoine. La version concise. Si je retrace un petit peu mon parcours, moi je suis d'origine serbe, donc je suis née en France de parents yougoslaves, donc c'est un pays qui n'existe plus. Mais c'est encore écrit sur mon acte de naissance, donc j'ai été naturalisée à l'âge de 3 ans. Donc effectivement, mes parents étaient à la base paysans. Ensuite, quand ils sont arrivés en France, c'était ouvriers. Moi, j'ai grandi un petit peu dans ce milieu-là, entre deux cultures, la culture française et la culture slave. Et puis après, j'ai eu un parcours assez classique de famille modeste. Je suis à l'école, j'ai fait quelques études, ensuite je trouve un travail. Et puis je me suis un petit peu mise dans le moule classique, c'est-à-dire que voilà, je trouvais mon taf, j'ai trouvé un mari, je me suis mariée. Et puis voilà, j'avais 25 ans et je me suis mariée assez jeune. Et puis effectivement, comme je suis quelqu'un qui aime bien les épopées, j'avais une double carrière civile et militaire. C'est-à-dire que moi, j'étais admissible à Saint-Cyr dans le cursus, dans le cadre de mes études. Et donc j'ai raté l'oral comme tout le monde. Et ensuite, je me suis dit, bon, ils m'auront pas dans l'active, ils m'auront dans la réserve. Je me suis engagée dans la réserve, dans l'objectif final de partir en opération extérieure, ce que j'ai fait en 2018. Donc j'ai été projetée sur l'opération Barkhane. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Parce que quand je suis revenue, j'ai tout plaqué, vraiment tout. C'est-à-dire mon ex-mari, la maison l'appartement qu'on avait acheté, la région dans laquelle on vivait. Et je me suis cassée pour changer de vie, parce que celle que j'avais avant, j'avais réalisé qu'elle ne me convenait pas du tout. Et c'est là que j'ai pris conscience de l'importance d'avoir quelque chose à soi, un patrimoine, que ce soit financier ou immobilier, pour pas se retrouver à la rue, tout simplement, quand on décide de changer de vie. Je me suis rendu compte que j'avais pas de fuck you money. La fuck you money, c'est l'argent qui permet de dire fuck you, tout simplement, de faire ce qu'on veut. Et cet argent, je l'avais pas. Donc c'est là où j'ai pris conscience de l'importance de la finance. Du coup, tu fais des études, tu t'engages un petit peu dans le côté militaire, mais suite à quoi ? C'était quoi ton parcours ? Tu as fait quoi comme études pour te retrouver là ? C'était quoi ton job là-bas, du coup ? Moi, j'ai fait une prépa lettres, donc tout simplement parce que je savais pas quoi faire. Donc je me préparais en fait à l'ENS Ulm. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas du tout d'être chercheur, donc je me suis un peu sabordée au concours. Alors j'avais eu des bons résultats, mais en fait, je me suis pas présentée à certaines épreuves. Ce qui est dommage, parce que j'aurais pu être sous-admissible vu mes résultats, mais bon, c'est pas grave. Et au final, j'ai tenté plutôt le concours de Saint-Cyr, parce que je voulais pas du tout faire, voilà. Mais tu voulais postuler en quoi ? C'est quoi ça exactement pour ceux qui ne savent pas ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, c'est l'école qui prépare les officiers de l'armée de terre. Okay. Et alors, comment j'en suis arrivée là ? C'est tout simplement pendant mon cursus en fait, scolaire. Quand je suis sortie de prépa, j'ai pris une fac d'histoire à la Sorbonne. Et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée en cours de force de l'ordre. Parce que tu sais, c'était les cours où en fait, quand tu es à l'université, tu dois choisir 4 matières, donc 4 périodes. Une fois que tu as choisi les 3, la dernière, en général, tu essaies de prendre ce qui reste pour faire un emploi du temps un petit peu complet. Et puis, en fait, la seule chose qui est rentrée dans mon emploi du temps, c'était les cours sur les forces de l'ordre et la prévôté, donc tout ce qui est gendarmerie, etc. Je me suis dit, sans aucune conviction, j'y vais. Et en fait, comme c'était des cours, il n'y avait personne. On était vraiment un petit comité. Le prof était hyper passionnant. Et je sais pas, je me suis vraiment prise de passion pour cette histoire-là, donc pour l'histoire militaire. Et donc, du coup, c'est là où je me suis spécialisée en histoire militaire. Donc, j'ai commencé à être passionnée par l'armée. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop cool, l'armée, c'est marrant. Alors que j'ai vraiment personne dans mon entourage qui a fait l'armée. Bon, sauf la guerre mondiale, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ce monde-là. Et là, je me suis dit, je veux m'engager. Ok. Et c'est Et comme donc, ça que je me suis retrouvée. du coup. C'est ça, je m'engage en réserviste parce que j'ai raté les sélections
d'active, donc parce que moi je voulais être officier. Et ça ne marchait pas, donc je me suis dit, bah, je vais m'engager premier cul, donc soldat. Et t'as quel âge à ce moment-là? Alors, quand je me suis engagée, j'avais 23 ans. 23 ans. Okay. Donc en réserve, donc ça c'est vraiment c'est sur la base du volontariat, quoi. La réserve militaire, c'est pas du tout quelque chose de très engageant au début, même si il y a quelques obligations si on veut vraiment jouer le jeu. Puis ça commence à être de plus en plus sérieux. J'ai changé d'unité, je suis allée dans quelque chose de beaucoup plus spécialisé en adéquation avec mon niveau d'études, parce que j'ai quand même complété un bac+5. Donc moi j'ai fait l'école de guerre économique, qui m'a donné un diplôme d'intelligence économique, qui est tout simplement en fait la version civile et policée du renseignement d'entreprise. Et donc du coup forcément assez naturellement je me suis orientée vers tout ce qui est le monde du renseignement, de la veille, de la guerre psychologique et des actions civilo-militaires. Et donc du coup effectivement je suis rentrée dans une unité autour de ça. Et comme les personnes qui ont un niveau d'études élevé dans ce domaine-là restent assez rares, c'est comme ça en fait que j'ai réussi à passer un petit peu les mailles du filet, à être projetée en opération extérieure. Donc tu rentres un peu sur le terrain de la veille. On va casser un mythe d'entrée de jeu. Le nom de ta communauté, etc. La veille de ma réussite, etc. qui ressort très très souvent dans ton écosystème et donc en lien avec ça. Absolument. C'est un jeu de mots un peu tarabiscoté avec mon métier de base. Parce que moi, effectivement, mon métier de base, on va dire, c'est la veille, donc tout ce qui est veille financière ou alors veille réglementaire, veille ce que tu veux, en fait, ça peut s'appliquer à énormément de domaines. Et en fait, quand j'ai commencé à faire un petit peu du business public, donc partager mon parcours d'investisseuse sur les réseaux, je me suis dit, je vais faire un jeu de mots, c'est rigolo. À la base, je m'appelais la veille de Tania, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait au boulot. Ah tiens, j'ai reçu la veille de Tania, c'est intéressant. Ok, donc tu rentres là-dedans, à ce moment-là, t'es pas encore dans le monde de l'investissement, t'as rien commencé à toucher. Est-ce que t'y penses pas? T'es dans quelle optique à cet âge-là? Moi, à 23 ans, j'avais qu'une envie, c'était de manger le monde. J'avais envie de découvrir la Terre, j'avais envie de tout faire, de tout tester. J'étais hyper active et donc c'est comme ça que j'ai réussi à construire cette double carrière, parce que j'avais véritablement une soif de vivre. Et puis moi, j'étais vraiment en mode galère financière, quoi. C'était pas important pour moi. Moi, j'avais qu'une envie, c'était partir à l'aventure. J'avais un taf, mais c'était pas. Voilà. À l'époque, je me souviens, mon premier CDI, à bac+5, 1300 € net. Alors qu'aujourd'hui, c'est le SMIC. Mais, bien sûr, c'est ça. Donc, moi, c'était vraiment l'objectif, c'était juste faire plein d'expériences et surtout partir à l'armée. Je me suis vraiment donné à fond là-dedans et ça a commencé à porter ses fruits. Ouais, ok. Et du coup, la suite, c'est quoi? Tu t'engages et après, c'est quoi la suite? Je me suis engagée effectivement dans la réserve et c'est seulement en 2018. Donc, je me suis engagée en 2013. C'est seulement en 2018 que j'ai été projetée donc sur un théâtre de guerre. Maintenant, en 2017, effectivement, j'étais projetée à l'étranger, mais c'est dans le cadre d'un exercice international. Donc, rien à voir avec un théâtre de guerre. Ouais. Mais du coup, effectivement, ça a mis quand même quelques années. Ok, donc de 2013 à peu près jusqu'à 2018, t'investis pas, tu te lances pas. T'es dans ton truc militaire, tu te poses pas d'autres questions, t'es à fond dedans, quoi. Ah oui, c'est ça. Et puis parfois, je me posais des questions, mais je veux dire, j'arrivais pas à percer le mystère de la richesse. Ah, tu te demandais quand même? Oui, quand même. Bien sûr, parce qu'à l'époque, je me souviens, j'étais quand même en couple, je me suis mariée, puis on était en mode, bon, on va acheter une maison, enfin, tu sais, tout classique. Et là, je regarde les prix des maisons, mais je me souviens que je tombais des nues, quoi. Mon innocence ne s'en remettait pas. Je sais, mais comment c'est possible d'acheter une maison à 300, 400 000 € quand on est payé 1300 € net? Et en général, les gens, quand ils commencent en fait à avoir ce genre de réflexion-là, ils disent ouais, nique les riches, etc. En fait, c'est à ce moment-là qu'ils veulent brûler Bernard Arnault. Bon, moi, j'avais pas ce réflexe-là. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Tu sais, je réfléchissais, vraiment, j'arrivais pas à percer ce mystère. Surtout qu'en plus, moi, j'étais en célibat géographique avec mon ex-mari. Ouais. Dans le sens où lui, il vivait dans un endroit à cause de son boulot, moi, je vivais dans un autre à cause de mon taf. Et je me disais, mais comment je peux faire pour le rejoindre? Je comprends pas. Comment ils font les gens pour vivre et tout. Mais vraiment, je me posais des questions, mais je ne trouvais pas la réponse. Et puis bon, comme je m'en foutais un peu, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, le monde de la finance me faisait déjà des petits signes, mais j'arrivais pas en fait à saisir ces opportunités-là. Et bon, c'était juste pas le moment, quoi. Ouais, ok, ça marche. 2018, c'est quoi qui te fait arrêter? Tu t'arrêtes du coup l'armée en 2018? Non, j'arrête pas l'armée. Non, t'arrêtes pas? J'arrête mon ancienne vie de bullshit. C'est ma projection d'opération extérieure qui m'a fait changer de vie. Ça t'a fait des déclics, ouais? Ouais, de ouf. Quand t'es 6 mois sur un théâtre un peu particulier, oui, ça fait quelques déclics. Donc, quand même, je suis allée au Tchad et au Mali. C'est des destinations où on peut pas aller en général sans escorte militaire, surtout dans le nord du Mali. C'est là où c'est un peu la merde. Et donc oui, je suis rentrée de là. Et en fait, tu sais, pendant 6 mois, j'étais séparée de mon ex-mari. Ça se passait pas très bien. Et donc du coup, quand t'es tout seul, t'as le temps de réfléchir. Bien plus qu'avant, même si c'était un peu le tumulte de l'opération extérieure. Mais ouais, je suis rentrée de là et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? En fait, je veux pas du tout retourner à mon ancienne vie. Je veux pas. Et c'est là que je me suis dit, je change de vie. Donc je suis restée dans l'armée. J'ai demandé ma mutation dans une autre unité, mais je suis restée dans l'armée. Et ça sera à refaire, tu le referais, tu le regrettes, dur de balayer, parce que t'avais quel âge à cette heure-là? J'avais 28 ans, ouais. 28 ans.
Et c'est dur de, entre guillemets, faire un reset de ta vie, hormis le taf, à zéro quasiment. Bah, c'est dur, oui. Parce que marié, c'est quand même Ah oui, c'est plus... compliqué. T'as un engagement qui est quand même là. On est d'accord. Voilà, c'est... Surtout que Ouais, j'ai eu un c'est- mariage religieux en plus, donc c'était vraiment en mode j'étais convaincue à l'époque. Ouais, oui, bah oui. Mais c'est dur un peu, oui, bien sûr, mais je pense que le plus dur, enfin, ça aurait été plus dur de rester dans mon ancienne vie. Mon ancienne vie était plus dure que la décision de la changer. Et si c'était à refaire, je referais pire, je pense. J'irais plus en OPEX, je ferais encore plus de conneries. Non, mais ok, je vois, c'est intéressant. Du coup, tu plaques tout. Oui. Et là, tu as des déclics qui commencent à arriver. Tu te dis quoi? Tu commences à mettre des choses en place. Bon, c'est surtout le fait de se dire, ben moi, on avait acheté un appartement avec mon ex-mari et on a dû cohabiter. C'était pas une cohabitation qui était très simple et du coup, j'ai dû partir. Et bah, je vais où en fait? Et en fait, c'est là où tu commences à brancher ton cerveau, tu connectes tes neurones, tu te dis, mais en fait, j'ai rien. J'ai 28 ans, j'ai pas de patrimoine, j'ai pas de finances, j'ai pas d'épargne. Enfin, moi, il me restait 2 mois de solde militaire et puis c'était terminé, quoi. Si j'avais 2000 balles de côté, c'était le bout du monde. Alors qu'on est bien, on est quand même correctement payé en OPEX, mais bien évidemment, j'avais cramé une partie de ma thune parce que je faisais un peu la zinzin là-bas. Et surtout, j'avais soldé mes crédits parce que j'avais des crédits conso. J'avais acheté une voiture, j'avais payé mes études avec un crédit. Donc, tout ça, j'ai soldé. Et en fait, j'avais que dalle. Donc, c'est là où je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir fort. Tu sais. J'ai commencé à mettre en marche mon cerveau. Et là, je me suis dit, mais il faut un patrimoine, en fait. Il faut que je me concentre sur moi. Il faut que je construise ma carrière. Il faut que j'ai quelque chose qui me mette en sécurité, en fait. Parce que là, je suis pas en sécurité. Et c'est là où, en fait, j'ai pris conscience de l'importance d'avoir quelque chose à soi. Et voilà, je me suis mise à chercher un taf. J'ai trouvé assez rapidement, au final. Déjà, tu trouves un CDI là, à cette époque? Ouais, j'ai été assez vite embauchée chez Publicis, Ok. consultante veille senior. J'ai été très vite débauchée par l'annonceur, donc par une grosse boîte pharma. Et puis là, salaire correct. Et là, c'était reparti. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me former et à me lancer dans l'investissement. Tu passes par la case formation, du coup, où tu te lances, tu te casses la gueule, tu reviens, tu fais des boulettes, Ouais. ou tu cogites dès le début que si tu veux y aller, il va falloir te former. Non, en fait, c'était mon mec de l'époque, mon nouveau mec de l'époque, qui est toujours le même d'ailleurs, qui m'avait mis un peu sur cette voie-là en disant « mais si, moi j'ai investi en immobilier, c'est trop bien et tout. » c'est un immo, lui. Ouais, lui, il était déjà investisseur et moi, je me foutais un peu de sa gueule au début. Parce que il me montrait ses vidéos YouTube et un peu ridicules, tu sais, avec les mecs. Enfin, tout ce que j'aime pas, tu sais, la chemise ouverte, la belle voiture, enfin, des trucs qui parlent pas du tout à l'audimat féminin, tu vois. Enfin, moi, un mec, comme ça me parle pas. Mais du coup, il a commencé à le faire, à investir, et il m'a montré ses chiffres, et là, je me suis dit, bon, quand même, C'est pas dégueu. c'est pas dégueu pour quelqu'un qui sait compter, normalement. Ouais, C'est intéressant. Et donc, du coup, je me dis, attends, vas-y, fais-moi voir tes trucs là. Il m'a filé la formation que lui, il avait à l'époque, je l'ai faite, et puis je me suis lancée comme ça. Ok. Alors, j'avais commencé par les marchés financiers. Donc tout ce qui est bourse, etc. Ouais, Ouais, une bourse ok. crypto. Et c'est après l'IMO que l'IMO est venu, juste après le premier confinement. Ok, ça marche. Et donc, bourse crypto, t'arrives à en dégager des choses, tu fais l'IMO en parallèle, tu te dis quoi, ça va être... Parce que la bourse et la crypto, on est d'accord que t'as pas d'effet de levier comme en IMO, donc il faut placer ce que t'as. Est-ce que du coup, vu que tu me dis que t'étais séché comme pas possible, et comment t'attaques justement? Moi, ça m'intéresse parce que j'ai plein d'auditeurs qui me disent ah, j'aimerais bien me mettre, parce que tu sais, l'IMO, comme tu l'as dit, tu peux pas être en slip depuis chez toi, il faut sortir, t'as des contraintes, il faut aller voir des banques, c'est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup de personnes par peur qui se disent bah attends, pour se rassurer de pas rester inactif, je vais aller en bourse, c'est facile, je vais mettre 150 balles. Toi, comment tu commences si t'as pas grand-chose? Bah, avec ton épargne mensuelle, c'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, en fait, cette approche que j'ai du patrimoine en général. Je vois les choses à travers un triptyque, que j'appelle le triptyque de l'enrichissement. En haut de ce triptyque, tu as le capital, parce que c'est la chose la plus importante dans le domaine du patrimoine. Ensuite, tu vas avoir le levier, puis après, tu vas avoir le rendement. Tout commence par ton capital. Le capital, c'est l'argent que tu gagnes via ton activité salariée, ton activité entrepreneuriale, peu importe. Bah, tous les mois, tu es capable d'épargner. Donc, quand tu n'as rien, bien évidemment, tu commences par réduire ton niveau de vie pour investir davantage sur les marchés financiers. C'est tout simplement comme ça que j'ai commencé. Et après, effectivement, tu te dis, bon, si je fais ça toute ma vie, à un rythme de 200 balles par mois, quand j'ai 80 ans, éventuellement, je suis libre. Donc, c'est là où tu commences à te dire, bon, le levier, c'est cool, en fait, c'est intéressant. Donc là, tu bascules sur la deuxième branche du triptyque. Donc, c'est là où tu sollicites effectivement un crédit immobilier pour pouvoir tout simplement investir en immobilier. Puis après, tout cela va te rapporter un rendement. Là, on a bouclé la boucle du triptyque. Donc voilà, tu as un capital avec lequel tu vas solliciter un levier. Tu vas investir le reste sur les marchés financiers, tu auras ton rendement. Ok, donc toi, aujourd'hui, tu vois ta sécurité financière, ton patrimoine financier comme étant un équilibre des trois, quoi. C'est ça.
Oui, c'est un équilibre des 3 et à mon sens, on ne peut pas, envisager l'investissement ou la création de son patrimoine quand on ne se base pas sur les 3 piliers, du triptyque. Après, c'est une question de profil investisseur. Il y a des gens, ils vont détester l'immobilier pour plein de raisons et je les comprends. Il y a des gens, ils vont détester la crypto pour plein de raisons et je les comprends. Il y en a, ils vont avoir peur de la bourse, voilà, c'est juste une question de profil. Entre bourse, crypto, IMO, t'en as un que tu préfères? Il y en a un qui est plus important à tes yeux? Est-ce que tu répartis ton budget? Comment tu vois ça, toi? Alors, je reviens à ce que tu as dit, c'est intéressant. Tu dis, l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Non, c'est le capital. Oui, c'est le capital. Donc, pour moi, ça rentre dans la branche du capital. Et effectivement, si tu me poses la question quelle branche je préfère, je te réponds le capital et l'entrepreneuriat. Parce que c'est celui où, en fait, on a le plus d'effets explosifs, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant, oui, mais Tania, moi, je suis au max de mon taux d'endettement. Donc, concrètement, la branche du levier, ils l'ont complété. Au rendement, t'auras beau travailler toute ta vie pour avoir 2,5% en plus, t'auras peut-être 3 cacahuètes à la fin du mois. Qu'est-ce qui te reste? Il te reste le capital. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais du reste de ta vie? Là où tu peux vraiment avoir des revenus explosifs, c'est le business. Et c'est ça que je préfère parce que c'est là où je peux vraiment exprimer ma créativité. Ouais, donc tu favorises ton capital avec tes entreprises Absolument. et ensuite tu réinvestis ce que tu gagnes dans Et les... c'est comme ça que ça se passe. Et je dis toujours la vérité à ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vendent des formations et qui s'en servent pour investir dans l'immobilier. Ils font croire en fait que c'est parce qu'ils ont investi dans l'immobilier qu'ils sont devenus riches. Non, c'est parce que tu as eu quelque chose d'explosif au niveau du capital qui a permis, au niveau de ton triptyque d'enrichissement, d'arroser le reste. Et moi, je suis très transparente là-dessus. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que je fais un peu la guerre à ça aussi et on le voit trop souvent, comme tu dis, vendeur d'informations, et on emporte un peu les étiquettes aussi de toutes ces personnes qui sont là en train de dire regarde mon train de vie, merci Limo. Mais non, en fait, c'est pas du tout Limo qui t'a fait ça. C'est que tu as une entreprise qui t'a tellement gavé qu'aujourd'hui, tu investis tes dividendes et tu investis ta trésorerie dans l'immobilier. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus dur de commencer dans l'IMO et d'arriver à un tel niveau de richesse en faisant que de l'immobilier. Tu vois, moi, par exemple, à titre perso, j'ai commencé dans l'IMO, j'ai fait mes 35 premiers lots sans avoir de gros capital parce que j'avais pas d'entreprise. J'ai ouvert mon entreprise de formation après mes 35 premiers lots, après 3 ans. Et oui, là, c'est sûr que je suis entièrement aligné avec toi. Là, ça commence à alimenter, t'ouvres les vannes en fait. Donc forcément, si t'ouvres les vannes, les banques commencent à te dire oui, t'ouvres les vannes, etc. Donc moi, je trouve ça intéressant et c'est pour ça que j'aime bien avoir des personnes comme toi chez Authentique, de dire ok, non, la réalité, c'est que si aujourd'hui tu as ce train de vie-là, c'est pas parce que t'es parti de zéro que t'as fait de l'IMO. C'est que t'as monté une boîte, t'as eu un gros pet sur ta boîte. Et tu as mis ensuite... Oui. En fait, il faut dire la vérité. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas alignés avec ça. Et ils pensent que s'ils disent la vérité, ils vont vendre moins. Ouais. Et je ne suis pas du tout convaincue de ça. Et je pense qu'on ait des preuves. Après, on peut réussir dans l'IMO et faire que 100% d'IMO. Mais c'est plus dur, ça relève de l'obsession à mon sens. Et puis c'est plus long, c'est plus de sacrifices. Moi, j'ai fait ça pendant 3 ans, quasiment pour les 30 premiers. J'ai fait ça non-stop, nuit et jour. J'allais sur les chantiers, j'allais sur... Ça paye, après tu sors des lots. Moi, en plus, il fais que du Airbnb, ça paye. Mais c'est super dur, J'ai dû prendre une soixantaine de refus bancaires. Ah oui. Plus de portes à la gueule que de portes ouvertes. Hein. Mais tu sais que justement, quand tu pars avec... Parce que j'aime bien ton idée triptyque, c'est que quand ton capital en haut, il est border à chaque fois. Parce que c'est ça, hein, quand tu débutes en investissement. Moi, j'ai eu cette sensation, les 3-4 premières années, et je me le disais toujours avec mon frère qui est associé avec moi, je fais mais mec, j'ai jamais été aussi pauvre de toute ma vie. Parce qu'en fait, je remettais tout ce que j'ai gagné. Dès qu'il y avait un peu, la banque, elle me redemandait 20K d'apport. Je suis c'est chaud, c'est loué, là, j'ai à peine, il faut que je retape dans mon livret. Je me suis retrouvé des fois à avoir des livrets, mais j'étais plus pauvre qu'avant. Alors, je ne veux pas témoigner qui grossissait, mais j'étais... Dans ce cas, tu n'es pas pauvre, tu es juste désargenté. Ouais, j'ai été très désargenté. On est désargenté quand on investit, parce que quand il faut investir ton capital dans quelque chose qui est censé te rapporter du rendement et qui va générer un levier, toujours cette histoire de triptyque, forcément, tu es désargenté. Mais moi aussi, je suis un petit peu désargenté en ce moment. Grâce au GIGN, on les remercie, on les salue bien fort. On va en parler de ça. Mais ouais, non, mais ça, je trouve ça intéressant, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu naïfs des fois sur ce genre de choses, ou qui n'ont pas la sensation aussi que l'IMO, non, ça va pas te faire devenir millionnaire en 1 an, même si tu deviens obsessionnel, comme tu l'as dit dessus. Ça va prendre du temps, parce qu'avant que le triptyque tourne, ça met du temps. Et donc forcément, ramener une boîte dedans ou ramener des choses, forcément, Je sais pas, tu fais une super bonne année, tu as vendu plein de formations, tu sors un bénéf à, je sais pas moi, 300K, super. Ah là, tout dégouline sur le reste du triptyque et tu fais la culbute, tu relances la machine, tu achètes des lots, tu fais du levier, parce qu'en plus, forcément, c'est un petit peu l'image de la boule de neige. C'est-à-dire, effectivement, toi, tu as commencé avec l'immobilier pour commencer la boule de neige. Moi, je compare l'immobilier à un tremplin. Après, tu passes à autre chose. C'est ça. Ouais. Et après, tu peux racheter une fois que tu as fait tes boîtes. Carrément. Donc là, tu commences à mettre un petit peu, tu trouves ton CDI, tu commences à peu mettre en bourse, crypto, machin, et là, tu te dis, ok, il faut que j'aille sur le terrain de l'IMO.
Au lendemain du confinement, où en fait les vannes du crédit étaient très très grandes ouvertes. Donc moi, par exemple, j'ai eu 0 refus bancaire de ma vie. Ah ouais? Ouais, mais après, je me suis arrêtée. Non, pas du tout. Non, mais je pense que j'avais déjà mon taf depuis un certain temps. J'étais en CDI, j'avais une très grosse boîte. J'étais dans un Big Pharma. Et ça te dérange de dire combien tu gagnais pour que... Non, après. C'est juste pour qu'il se situe un petit peu, Oui, tu vois. sachant que c'est pas non plus le salaire mirobolant. Après, à l'époque, en 2019-2020, c'était bien. J'étais à 3300 net après impôt. C'est intéressant, ça donne un peu de contexte, Oui, tu vois. après, on avait plein d'avantages. On avait le plan épargne entreprise. On était bien gavés quand même, des primes chaque année. Donc, en vrai, ça allait. Donc, c'est pas non plus le salaire à se taper le cul par terre. Mais Non, mais voilà, ça t'a permis de te lancer. voilà, moi, je me souviens, quand j'étais en L, on m'a dit que je finirais avec un Sarwell à faire des spectacles de rue. Comme quoi, tout n'est pas tracé, ouais. Comme quoi, tu n'es pas tracé. Mais du coup, là, je gagnais ce genre de salaire-là. Et ouais, moi, j'ai pris 0 refus, mais parce que c'était la période aussi qui voulait ça. C'est-à-dire, en 2020, c'était la fête du slip. Hein. Ouais, j'ai acheté 2 apparts en même temps. Si je suis arrivée devant le braquet, mes 2 dossiers d'appart, c'était mes 2 premiers, ils sont passés comme une lettre à la poste. Après, j'en ai acheté d'autres. Et jusqu'à ce que j'en achète 5 en même pas 2 ans. Donc 5 biens immobiliers. J'étais pas partie sur les immeubles au début parce que bon, bah voilà. Moi, J'ai mis sur de l'appart au début. ouais, au début, je m'étais mis sur de l'appart parce que je connaissais pas. Moi, voilà, j'avais pris vite fait une formation comme ça à l'arrache. J'ai jamais payé en fait pour avoir une formation en IMO. Et ouais, j'ai un peu découvert sur le terrain. Ok, et donc tu pars sur quel type de produit, quelle enveloppe grossièrement? Mon premier, alors les 2 premiers, le premier c'était une coloc, donc c'est un T3, j'ai transformé en T4, que j'ai acheté 90 000 € dans le sud de la France. Et le deuxième, pareil, dans la même ville, c'était un T2 à 42 mètres carrés. Ok, tu les rénoves, tu fais des travaux, tu fais quoi? Exactement. Tu mets la main à la pâte, tu fais comment? La destruction, ouais, le curage, je l'ai fait moi-même, Ouais. ce qu'on fait souvent soi-même. On le fait tout le temps, ça va. Et oui, après j'ai délégué les travaux. Moi, j'ai rien fait moi-même parce que je sais rien faire. Ouais, tu sais pas. Ah, moi, je préfère aller gagner de l'argent et payer les artisans plutôt que faire des trucs moi-même. Je pense que c'est 10 000 fois plus rentable. Chacun son talent. Moi, faut surtout pas me donner un marteau. Non, je fais de la merde. Mais à ce moment-là, du coup, t'as ta famille qui t'aide, t'es entouré de tes proches, tes parents, t'es loin, t'es seul, t'investis près de chez toi. Je suis un peu seule, ouais. J'ai investi loin de chez moi parce que moi, je travaillais sur Paris. J'ai investi dans le sud-ouest. Parce que mon conjoint de l'époque était dans le coin. D'accord. Et comme j'avais beaucoup passé de temps là-bas pendant les confinements avec le télétravail, etc. Ouais. C'est comme si j'habitais là-bas en fait. Et voilà. Ok, et pas trop dur à gérer, justement, quand t'es un Franchement, petit peu solo, que t'es une nana, que quand même, il y a une partie du temps où t'es loin. Ouais, franchement, c'était dur, surtout les trajets. Ouais. Quand je me tapais 7 heures de route au départ de Paris, jeudi soir à 17h, c'était un enfer. Ouais, c'est dur, hein. Horrible. Moi, psychologiquement, c'est éprouvant quand même. Alors franchement, c'était une galère. Ouais. Et t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça 2 ans. Ça a duré en 2020. Après, c'était beaucoup de confinement, donc j'étais beaucoup là-bas sur place en télétravail. Après, ça a duré 2020 jusqu'en 2022, jusqu'à ce que je quitte mon taf en fait, parce qu'en 2022, j'ai quitté mon boulot. Ok, donc tu fais cette coloc, tu la rénoves, elle tourne, tu l'as toujours aujourd'hui cette taf-là? Ouais. C'est ça qui tourne le mieux d'ailleurs. Le T2, ça a été compliqué, j'ai appelé le chantier de l'enfer. C'est celui-là, du coup, le fameux chantier de l'enfer. Bah non, en fait, j'ai eu bien pire. J'ai acheté une maison où là, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Celui-là, c'était le vrai chantier de l'enfer parce que j'ai perdu 80 000 € quand même. Il a donné quoi, ces deux-là? Il était en courte durée, puis après, je l'ai mis en longue durée parce que. Ok, mais tu l'as toujours aussi, en Ah oui, longue oui, durée. oui. Et non, le vrai chantier de l'enfer, il est venu après. J'ai acheté une maison, donc mitoyenne, Ouais. qui a été divisée, enfin, qui a été rassemblée. Troisième achat, ça? Ouais, ça c'était le troisième, et là, c'était l'enfer. J'ai perdu 80 000 €. Ah la vache, comment ça se fait ça? J'ai confié le chantier à des mauvaises personnes, j'ai fait des erreurs j'ai choisi les mauvais artisans, j'ai mal vérifié un certain nombre de leurs documents, ils n'étaient pas couverts sur leur DSNA, ils ont fait des malfaçons, je connaissais rien aux procédures malfaçons, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et j'ai fini par m'en sortir, je fais une procédure, j'ai récupéré quelques miettes. T'es devenu une experte des procédures avec le GIGN. Franchement, ouais. En vrai, oui. En plus, je suis un petit. Je suis une veilleuse. Ouais. Donc, je suis quelqu'un qui aime bien chercher, qui aime bien recouper les informations pour faire des synthèses. Et donc, du coup, oui, je suis devenue une experte. Oui. Mais du coup, cette troisième opération de l'enfer, là, tu perds un peu d'argent, mais elle arrive au bout et tu la gardes aussi, du coup. Oui, je la garde. Elle est rentable, en fait. C'est quoi comme Malgré type de bien? mon- Cette maison, du coup, t'en fais quoi? Alors, c'est une maison que j'ai divisée en 2. D'accord. Donc, c'est une maison mitoyenne et puis c'est en longue durée. C'est du déficit foncier. D'accord, aussi. Ouais, parce qu'à l'époque, je gagnais quand même. J'avais un salaire Donc en nu, du coup, que les loups en nu, ouais. qui était correct. Et du coup, je payais quand même pas mal d'impôts. J'avais envie de le réduire. Et que, comme je suis pas très Team Pinel, Oui. j'ai un déficit foncier. Ok, ça marche. Et donc, à ce moment-là, t'as encore ton job? Oui, à ce moment-là, j'ai encore mon job. En fait, toutes mes opérations, j'ai eu mon job. Ok, donc là, après, t'en refais encore une autre où t'as toujours ton job. Du coup, tu gardes ton job, pourquoi? Pour lever de la dette? Ouais, en gros, ouais, jusqu'à ce que j'arrive au max du max du max du max. Parce que tout ça, tu achètes en nom propre? Oui. Tout seul? Tout.
Ouais, Et- tu ne fais pas d'indivision, tu fais rien, pas d'aide Non. de personne, tu achètes Non. tout toi-même. Ouais. Ok, et ça représente quoi en patrimoine, ces 3 premiers-là, à peu près, enlevé de dette? Enlevé Ouais, entre approximativement. 500 et 600 000 euros. Ça marche. Et tu prends pas de refus? Non. Et t'enchaînes du 4e, là? Oui. Et c'est quoi ça? C'est un T1 en zone littorale, donc c'est un T1 bis. Ok. Et ensuite un 5e qui est enfin l'immeuble. Tu fais quoi, de longue durée encore dedans ou pas? Non, là c'est de la courte Courte durée. durée, LCD. Donc maintenant, après, j'arrive dans une zone où il y a la mesure compensatoire, donc je ne pourrais plus louer en courte durée comme je le souhaite. Et ensuite, dernier bien, c'est un petit immeuble de 3 lots. Ok. Le fameux. Le fameux. Et donc là, on est en quelle année quand tu fais ton dernier immeuble là, de 3 lots? Je sais plus si c'est 2022, 2023. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans, quoi. Ouais. 2022, ouais, à peu Oui, près. oui, Ouais. oui, je crois Ouais, que c'est 2022. C'est ton dernier récent, ouais. Et là-dedans, tu sors 3 lots, tu fais quoi, de la LCD ou pas? Ouais, ça c'est full LCD. Full LCD, ça t'en fait 4 en LCD? 3. Ah oui, avec l'autre. Ouais. Oui, exactement 4. Et expérience LCD, tu commences à te mettre dedans, toi qui as l'expérience du location à l'année. Déjà, le deuxième que j'ai acheté, enfin celui que j'avais acheté en simultané, j'avais fait de la LCD. C'est ma première expérience, donc j'ai assez vite appris les ficelles du métier. J'étais passée par une conciergerie en premier, ensuite ça m'a gonflé. Voilà, j'ai réussi à automatiser moi-même en fait avec un prestat. Et maintenant, je fonctionne que comme ça. Après, ça va. En vrai, je préfère quand même la LCD au risque de la longue durée, bizarrement. Même si, effectivement, ça représente toujours un petit peu plus de charge mentale, un petit peu plus de travail. Mais voilà, quand on pèse le pour et le contre, malheureusement, les gens, s'ils choisissent de la LCD, c'est pas tant parce que ça rapporte de l'argent. Moi, aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je préfère être tranquille et avoir moins d'argent. Mais par contre, je veux pas avoir plus de risques. Le problème, c'est que la longue durée, c'est le risque. C'est un risque. Tu veux dire par rapport aux impayés, squatters? Les impayés, les squats, les relations locataires qui me cassent la tête. Voilà, c'est ça le risque aujourd'hui qui me peine. Bah, le problème, c'est que tu leur fais des baux de location, c'est de la loi de 89, tu les mets dedans, ils sont protégés, c'est super compliqué. Bah, c'est ça, c'est à partir du moment où tu es dans un bail avec un particulier, on rentre dans une catégorie de population qui est surprotégée, je suis comme les salariés. Bah ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est compliqué, ouais. Ok, en parallèle de toutes ces années, j'imagine que tu continues à faire grossir ton portefeuille boursier sûr. crypto. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui s'arrête pas. Ouais, bien sûr, c'est du flux continu mensuel, t'injectes chaque mois, c'est ça ta stratégie, grosso Exactement. modo, ouais. C'est le plus passif possible. Pour moi, un portefeuille boursier ou un portefeuille crypto, donc moi c'est 100% Bitcoin, mais on va dire crypto, c'est pas quelque chose que tu tripotes tous les 4 matins. Au contraire, c'est quelque chose où tu vas être le plus passif possible. Ouais. T'as fixé ta stratégie. Moins tu le touches, et mieux c'est. Ouais, ok. Et donc là, tu gardes ton taf. Du coup, toutes ces activités, que ce soit tes biens en IMO, que ce soit tout ce qui est sur tes placements financiers, t'y touches pas, tu réinvestis tout ce que tu gagnes, tu le gères comment tout ça? Parce que ça commence à générer, même tes premiers apparts, tes premiers loyers, tout ça. Oui, quand même. Bah, en fait, si tu veux, le problème, c'est que comme j'ai fait beaucoup d'erreurs sur mon 3e bien, le cash flow généré par tous les autres a considérablement alimenté mes fameux 80 000 euros de surcoût. Donc, tout le cash flow, en fait, a été bouffé par ça au début. Donc, en fait, moi, au final, j'ai quasiment jamais vécu sur mon cash flow. Ok. Donc, t'as ça. Et vient le déclic, j'imagine, de quitter ton taf, tu nous as dit. Oui. Ça arrive quand? Pourquoi ce déclic, justement? Si tu vis pas sur ton cash flow, si tu quittes ton taf, c'est-à-dire que tu fais une croix sur tes 3300, parce que l'audience, c'est ce qu'elle me demandait, c'est ce que j'ai souvent, c'est comment je sors de l'argent, faut bien vivre, tu vois, faut bien manger. Là, tu quittes un salaire qui est quand même confortable, tu l'as dit, avec des avantages, etc. Est-ce que tu as un plan, j'imagine, pour vivre derrière? Comment tu vois la suite par rapport au financement? Est-ce que tu dis, merde, sans mon CDI, je prends un risque? Tu l'as vécu comment, quitter son job? C'est pas simple de quitter un job. Ouais, c'est clair. Bah, c'est un risque. Maintenant, je suis pas quelqu'un de stupide. J'ai limité les risques au maximum. Déjà, moi, je suis partie de mon taf seulement quand j'avais vraiment blindé au maximum mon taux d'endettement. Donc, en tous les cas, je pouvais pas faire mieux que ce que je faisais, Ouais. du moins en nom propre. Et du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, je vais faire une rupture conventionnelle. Voilà, je pense qu'il est arrivé un moment entre mon employeur et moi, on avait envie de se séparer. Donc, on a fait une rupture co. Et ça, voilà, en France, on a quand même l'avantage, entre guillemets, d'avoir un truc qui s'appelle le chômage. Et donc, du coup, pendant 2 ans, j'ai bénéficié de ça. Ce qui m'a permis en fait, de créer mon entreprise et de me lancer plus ou moins sereinement, même si voilà, j'ai eu quelques errements. J'ai créé une boîte, j'ai fermé, j'ai créé une deuxième boîte, je l'ai refermée. J'ai mis du temps en fait à trouver ce que je voulais vraiment faire. Ouais. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu le lot commun. Tu te cherchais en tant qu'entrepreneuse sur exactement. qu'est-ce qui va me passionner. Ouais. Je savais pas exactement ce que j'allais faire jusqu'à ce que je me fixe sur ce que je fais aujourd'hui. Et c'était des petites boîtes de quoi que tu essayais de monter à droite à gauche? La première boîte, c'est une agence de marketing digital. Ok. Ensuite, la deuxième, c'était de la formation dans le marketing digital. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais mettre en fait toutes ces connaissances-là au service de ce qui me passionne vraiment, c'est-à-dire la finance. Ouais, d'accord, t'as retourné le problème. T'as pris tes compétences pour toi au lieu de les vendre et t'as vendu autre chose. Ok.
Et c'est quand qu'arrive le compte, la veille de ma réussite, avec l'écosystème, l'entreprise, qui aujourd'hui accompagne des gens pour tout ce qui est la gestion un petit peu financière. Ça arrive quand, ça? La veille de ma réussite existe depuis 2020. Ok. Mais Tout ce l'entreprise parcours, voilà, arrive seulement en 2023. Ok, donc ça veut dire que tu es resté 3 ans, on va dire, sur les réseaux à montrer ce que tu faisais sans rien avoir à vendre et vraiment en tant que particulière qui montre. Alors, j'avais quelques petits produits. Au début, je faisais peut-être un pôle d'affiliation. Après, j'avais lancé une newsletter premium. Voilà, c'était vraiment les petits... Oui, c'était tes petits trucs, tu te faisais à la main, quoi. Ouais, voilà. Mais rien de sérieux, quoi. Non, enfin, moi, je le prenais au sérieux. Bien sûr, je travaillais sérieusement. Ouais. Mais c'était pas quelque chose d'aussi gros qu'aujourd'hui. Et effectivement, ouais, c'est seulement fin 2023 que j'ai eu l'idée, on va dire, de Booster Finance, donc, qui est mon produit aujourd'hui, qui est mon programme de formation et d'accompagnement. Ça s'est sorti vraiment assez tardivement. Ok. Et là, c'est un produit dans lequel tu es le plus aligné qui... Oui, à 100%. Ouais. Là, j'ai vraiment trouvé la quintessence de ce qui me passionne, de ce que je sais faire, de ce pourquoi je peux payer, tu vois, le fameux Ikigai. C'est ça. Et justement, c'est intéressant, ça. Tous ces step-up, tu as réussi à les faire comment, justement? En intégrant, en côtoyant des personnes qui ont fait plus gros que toi? C'est quoi ton recul, si tu devrais donner un petit peu des conseils comme ça? Moi, je suis comme le vin. Je mets énormément de temps à maturer. C'est terrible. J'ai l'impression que toute ma vie, je suis condamnée à avoir ça. C'est-à-dire, tout ce que les gens vont percuter en quelques semaines/mois, moi, il me faut des années. Donc, ça a mis du temps quand même, tous ces errements, tu vois. Je crée une boîte, je me rends pas compte, en fait, de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas. Parce que tu sais, quand tu as été dans un moule pendant hyper longtemps, tu sais, quand tu as été salarié, quand tu as été à l'école, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et en fait, tu sors de là, tu perpétues, en fait, ces moules que personne t'oblige à avoir. Mais en fait, comme c'est le cadre que tu as toujours eu, tu n'es plus habitué en fait, à être libre et à être pleinement toi. Et en fait, tu sais pas comment réagir. Donc en fait, j'ai perpétué, voilà, tu sais pas le gérer. Et en fait, j'ai perpétué ces moules à la con pendant un certain temps. Et à un moment donné, je sais pas, j'ai dégoupillé. Je me suis dit non, en fait, tout ça, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Je vais envoyer, encore une fois, comme en 2018, quand j'ai tout quitté, j'ai envoyé chier la terre. Et du coup, j'ai fait mon truc. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'ai l'autorisation d'être moi, j'ai l'autorisation d'être pleinement moi, de faire ce que je veux, de faire le produit qui me ressemble et d'accompagner les gens et sur un truc cohérent avec moi-même. Et ton entourage, il est proche de toi, parce qu'il t'a vu faire un peu toujours ces resets, quitter ce job, machin. Il t'a soutenu, ils sont plutôt indifférents, ils te font confiance, ils t'ont aidé, tirer vers le haut, tirer vers le bas? Quand j'ai divorcé, je me suis mise un peu dans une bulle, c'est-à-dire que j'ai pas demandé l'avis des gens. Ouais. Voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire et après j'informe. Voilà, j'ai fait ça. Et je n'ai pas demandé l'avis des gens, tout simplement. Je pense que demander l'avis des gens en amont, c'est le meilleur moyen pour rien faire du tout. Donc, j'ai pas demandé, je me suis mise dans une bulle et j'ai avancé. Et en général, quand les gens voient le résultat, c'est là où, en fait, on ne te pose plus de questions. Ouais. C'est vrai que quand tu es jeune, surtout quand tu es une femme, beaucoup de gens, en fait, vont céder à la tentation de t'expliquer ce que tu dois faire. Comme je suis quelqu'un d'assez catégorique, j'ai tous bloqué. Ouais, tu te rends. Ouais, non, j'ai bloqué les gens. Mais ça, c'est une de tes forces et de tes facultés, d'être capable un peu de switcher, de faire reset. C'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui restent coincées un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, et qui passent jamais vraiment à l'action, qui tranchent pas et qui perdent des années de vie. Je pense que c'est une question de confiance en soi. T'as quelqu'un qui a confiance en toi? Ça dépend. Ou c'est plus une façade? Parce que d'extérieur, oui, ça se voit, ça se ressent. Mais est-ce que c'est une façade ou est-ce que tu penses que c'est au contraire une force qui t'a permis d'en arriver là? C'est un peu les deux. On a tous une façade, on a tous une coquille. c'est vrai. À la base, je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en moi. C'est quelque chose qui est venu en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire en fait à un moment donné, je me suis rendu compte, non mais attends Tania, est-ce que tu t'es déjà abandonnée une fois dans ta vie? Est-ce que tu as déjà fait de la merde au point de douter à ce point de ta capacité à rebondir? Et là, la réponse c'est non. Je me suis jamais laissé tomber. Donc à un moment donné, si t'as pris cette décision, c'est qu'elle est cohérente, elle est intelligente. Ah mais en fait du coup, je peux tenir sur mes positions. Et ça, l'armée m'a énormément aidé par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est en mode, non, je me suis jamais trahi, je me suis jamais laissé tomber, je me suis toujours sauvée. En fait, c'est pas comme si j'avais fait de la merde à m'abîmer, par exemple, ou ce genre de choses. Je me suis jamais mise en danger bêtement. J'ai toujours fait des décisions, en fait, qui étaient intelligentes. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé moi-même à explorer mon propre esprit. Et c'est comme ça que j'ai réussi à reprendre confiance en moi. Et oui, aujourd'hui, je suis capable de te dire droit dans les yeux, dégage, je te bloque. Ouais. Et je m'en fous de quitter, en fait. Et j'ai bloqué des gens de ma famille. Ouais, je vois. Mais c'est peut-être aussi pour ça que tu as des résultats comme ça aujourd'hui. Malheureusement, je dis toujours, si on veut des résultats exceptionnels, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Alors, je dis pas à tout le monde de se bloquer, de se couper son entourage. En fait, il faut savoir identifier ce qui, à un instant T, est un boulet. Tu peux pas débouler dans ta vie. Tu peux pas avancer. Tu penses que l'environnement a un fort impact, toi, sur... Bien sûr. Ah oui. On a les 5 personnes qu'on Oui, on connaît tous cette expression un peu galvaudée, mais clairement, le problème, c'est combien on est
à en prendre vraiment conscience, à prendre les mesures qui vont bien. C'est une minorité. En fait, tout le monde est là, dit oui, mais on les connaît, ces expressions à la con, c'est des expressions de T'entends, tu vendeurs de les rêves. connais, ouais. Si tu connais l'expression que t'en as marre qu'on te la répète, pourquoi tu fais rien? Mais tu sais que c'est super dur pour les gens de faire ça. Bah ouais, mais personne n'a dit que c'était facile. Hein. Parce que ça, j'en vois plein. Moi, tu t'imagines bien, c'est sur les réseaux, etc. Combien je vois de personnes qui, comme tu dis, savent les choses, mais entre le savoir et le faire, il y a Ça un aussi, c'est monde un qui ne truc que j'ai passeront appris. jamais à l'action. C'est les gens ne changent pas par injonction, ils changent par expérience. Donc en fait, t'as beau le savoir, si t'as pas l'expérience de vie qui fait que, ou la période à l'instant T, ou toi, à l'intérieur de toi, la tempête interne qui fait que, il va rien se passer du tout. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai toujours eu des sauts de vie, des gros déclics quand j'ai pris des grosses claques. Ouais. Sinon, tu te remets pas en question, en fait. Tu changes quand tu as vraiment touché le fond. Il y a des fois, tu penses avoir touché le fond, mais tu l'as pas assez touché. Et moi, je dis toujours, la vie te met les coups, c'est le coup de l'échec, tu vois. Tant que t'es pas assez profond, c'est que t'as pas eu ta dose, tu vois. Genre, moi, ça m'est arrivé dans le business de faire des conneries, de perdre de l'argent. Bah, je l'ai refait 2 fois, tu vois. Et je me dis, bon, bah, c'est le coup de la leçon, tu vois. Mais la première fois, j'ai pas retenu la leçon. Donc, Mais t'es con que tu payes. Moi, j'étais très conne. Ouais. Ah, moi, j'étais hyper conne. Mais la vie m'a dit, arrête d'être conne. Je comprenais pas. Je continuais à faire la même erreur. Tu vois ce qui s'est passé avec ma maison? J'avais dit, ouais, j'ai eu un premier chantier de l'enfer. J'ai eu encore pire. Parce que j'étais encore conne. Sur l'immeuble, tu veux dire, qui a suivi? Sur la maison qui a suivi. Il j'ai s'est fait passé des quoi erreurs. là-dessus? Bah pareil, j'ai tasqué les mauvais artisans, je savais pas les tasquer, je me remettais pas en question par rapport à ça, je comprenais rien, je me formais pas aux travaux. Bon, à un moment donné, la vie, elle m'a dit, bon, Tania, tu peux pas, en fait, mettre en place les choses pour changer de vie et ne pas avoir le cheminement qui va avec, tu vois. C'est pas possible, ça rentre pas. Non, ça marche pas. Donc du coup, voilà. Retour à la réalité. Ah, donc à chaque fois, tu te fais une phase de prise de conscience, quoi. Oui, mais c'est dur. Au début, tu refuses, en fait. En fait, moi, j'ai une grosse phase de déni, dans le sens où non, ça n'arrive pas, tu sais, j'allais même pas faire mon chantier, je répondais pas au téléphone. Ça va être tellement violent, en fait, que tu l'évites. Et à un moment donné, en fait, tu ne progresses que quand tu acceptes que tu as fait de la merde, que ça va coûter très cher. Mais c'est juste, en fait, que la marche est haute, mais tant que tu n'acceptes pas de passer cette marche, tu restes en bas. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout. Donc en fait, à un moment donné, j'ai accepté. Maintenant, toutes les marches qui arrivent, je dis, ok, quelle est la taille de la marche? D'accord, ok, bon, bah, je vais prendre une échelle. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, il m'arrive une dinguerie. Je pourrais très bien lutter, refuser, être dans le déni, être dans la colère, etc. Je fais, bon, bah, c'est quoi la taille de la marche? Putain, chier. Mais justement, on va y venir là, tu tends la perche, on va y arriver là-dessus. On va prendre des expériences de vie, de galères, de problèmes, comme tu dis, de marches difficiles à franchir, de se relever. Là, il vient de t'arriver une belle dinguerie là sur ton immeuble. Ouais, Raconte-nous ça. Eh bien, j'ai le malheur de louer mon bien en location courte durée et comme beaucoup de gens, j'ai la réservation instantanée qui est activée. Entre guillemets, n'importe qui peut réserver. En principe, c'est aux plateformes d'avoir des systèmes de sécurité qui évitent à n'importe qui de réserver, mais ça n'a pas fonctionné là. Et effectivement, j'ai des malfaiteurs qui ont réservé mon bien, qui a abouti en fait à un assaut du GIGN sur mon immeuble, qui a bien évidemment tout pété. Donc les gens n'étaient même pas là, hein, les ravisseurs, enfin les malfaiteurs n'étaient même pas là. C'était une affaire d'enlèvement, c'est ça, je dis ravisseurs, mais ils étaient même pas là, mais ils étaient passés par là visiblement. Et du coup, je me retrouve effectivement avec un immeuble un peu saccagé. J'ai 2 appartements sur 3 qui sont HS, Ouais. donc que je ne peux pas louer. Et ça va être très long, parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts. Et ça a été estimé entre 16 et 20 000 euros. Ouais, quasiment 20 000 euros de dégâts, ils ont éclaté tout. J'imagine portes, fenêtres, menuiseries. Fenêtre, menuiserie, volets roulants. Ils sont rentrés, quoi. Ouais, voilà. En fait, si tu veux, le pire, c'est que tout est bien encastré. Tu vois, c'est-à-dire la porte, le dormant, il est bien dans le placo. Et c'est donc, en fait, il faut tout péter, il faut péter le placo. Ça arrache toi. Voilà, pour enlever le dormant, pour pouvoir refaire un nouveau dormant, parce que le dormant, il est HS. Mais je vois que t'as le jargon de travaux maintenant, ça y est. Maintenant. Bah ça, typiquement, c'est un mot que je ne connaissais pas quand j'étais conne. Dormant, ventilo, Voilà. tout ça, ça te parle. Et comme la vie m'a dit d'arrêter d'être conne, j'ai appris. Ouais. Maintenant, oui, quand on me parle de dormant, Tu sais ce que c'est. le réchampi, toutes ces conneries, ça me parle. Ok, donc du GIGN qui rentre, mais c'est un truc de fou, ça. T'as une chance sur 1 million. Quoi. Ouais, bah voilà, c'est tombé sur moi. Mais moi, je me dis, bon, Tania, c'est quoi ton boulot aujourd'hui? Ok, c'est former et accompagner les gens sur la création et la gestion de leur patrimoine, très bien. Eh bien, tu vas servir d'exemple. Ouais. Moi, j'imagine Dieu qui me parle et qui me dit, voilà, tu vas servir d'exemple. Ça n'arrive à personne, mais ça va t'arriver à toi. Tu vas être la seule, voilà, dans le monde des formateurs à qui ça va arriver.
et ben, let's go, tu vas en parler, tu vas faire de la pédagogie, tu vas faire de la sensibilisation. Moi, je le prends comme ça. C'est comme ça que tu le prends. Parce que moi, c'est ce que je veux dire. Bon, tu te fais braquer hein, littéralement par le GIGN, c'est le cas de le dire. Par l'État, oui, voilà. Ouais, par l'État, voilà. Donc, on passe la case assurance, galère, complexité. Ah, l'assurance ne me couvre pas. C'est un scoop, je l'ai su aujourd'hui. L'assurance m'a appelé pour me dire d'aller me faire foutre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à l'État de rembourser. Donc, on connaît la rapidité. Donc, ça va prendre des plombes. Exactement. Donc, là, tu te dis quoi? J'ai 2 appartements inlouables. Donc, un manque à gagner. Tu as un prêt, j'imagine, sur ce projet-là. Absolument. Voilà. Donc, là, c'est quoi? Parce que là, tu as 2 options. Soit c'est panique à bord et tu t'effondres. Ou soit tu te dis, OK, comme tu as dit, je sers d'exemple, mais comment tu gères ça aujourd'hui? Je suis la première à dire que quand on fait de l'immobilier, il faut une épargne de sécurité. Bah voilà, j'ai une épargne de sécurité, elle servira à ça, littéralement. Donc maintenant, l'épargne va être intégralement consommée. Bon, maintenant, l'idée, c'est comment je reconstitue cette épargne. Et bah là, j'ai tu sais, mon fameux triptyque avec le business. Ouais. Voilà, maintenant, je connais la taille de ma prochaine marche en business. Ok, donc toi, tu préfères le prendre comme ça plutôt que... Bah, ça me fout la rage, c'est sûr, parce que je paye des assurances. Je trouve que la procédure, elle est injuste. C'est-à-dire, on vient chez toi, on paie tout. Tu dois avancer tous les frais. Donc, c'est comme ça, littéralement. C'est-à-dire, tu dois avancer tous les frais. Tu dois fournir des factures acquittées et des preuves de paiement avant d'envoyer ton courrier au ministère de la Justice pour éventuellement être remboursé dans les 6 mois, 1 an, 2 ans qui arrivent. Mais là où c'est particulièrement traite pour moi, c'est que moi, c'est des menuiseries. Donc, tu as le délai de commande. Bien sûr. Et puis ensuite, il faut que ça soit posé. J'en ai pour 2 mois. Semaine, ouais, facile. Ouais. Voilà, j'en ai pour 2 mois. Et donc, du coup, ça veut dire que moi, je peux pas envoyer mon dossier avant 2 mois. C'est particulièrement traître. Donc, oui, moi, aujourd'hui, je le prends comme ça. Je le prends comme quelqu'un, bah voilà, fait de la pédagogie dessus parce que, quitte à ce que ça soit visible, autant que ça serve. Mais c'est peut-être ton expérience, ton recul, peut-être aussi maintenant ta nouvelle posture, entre guillemets, aussi de formatrice, Oui. qui te fait avoir ce recul. Bah, clairement, moi, je vais pas mettre en PLS. Forcément, quand j'appelle mon conjoint et que je dis ils veulent pas prendre l'assurance, et là, je fais allez, je souffle un bon coup, on parle 5 minutes, et puis après, il dit bon, bah, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Enfin, elle est où la solution? On avance, quoi. Il t'aide aujourd'hui à ça, lui? Bah oui, bien sûr, c'est un soutien aujourd'hui, on discute, et puis il me dit ouais, de toute façon, tu dormiras pas dehors. Je fais non, mais ça, c'est sûr, enfin, je veux dire, jamais. T'arrives à prendre de la hauteur et de relativiser. T'as envie d'appeler le ministère de la Justice et de leur dire que c'est pas normal que ça se passe dans ce sens-là, mais bref. Mais oui, effectivement, après que t'as bien crié dans ton téléphone, dans ton coussin ou quoi, tu sors d'aller, tu te dis bon, bah allez, let's go, on avance, c'est que tu veux que je fasse. Allez, go faire 20 000 €, ok. Moi, je me dis en fait aujourd'hui, ok, ça me coûte combien? Ça me coûte 20 000. Ok, je fais comment pour faire 20 000? Je fais comment pour que ça me coûte 0? Ouais, c'est ça. C'est un autre mindset, quoi. Non, c'est un autre mindset, mais c'est pour ça en fait que je suis sortie de là aussi, du salariat. Le salariat, c'est génial, je veux pas cracher dessus en fait, c'est super pour pouvoir construire sa stabilité, construire son expérience, etc. Mais qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de faire des revenus explosifs? C'est pas le salariat. Moi, je peux pas aller voir mon employeur en disant bon, allez, je vais faire des super résultats ce mois-ci, boum, je vais faire 10 000 balles. Non, c'est pas comme ça. Tu as signé un contrat, tu rapportes tant, tu génères tant, t'es payé tant, tu vois. Bah non, c'est le business aujourd'hui qui me permet d'avoir cet esprit-là. Et c'est ça qui stimule aussi mon esprit de conquête. C'est je me dis, ok, il faut que je génère 20 000 balles, je fais comment? Je fais comment pour générer 200 000? c'est ça. Je fais comment pour faire en sorte que 20 000, ça soit une pioche nette pour moi? Ouais, t'es seul maître à bord, quoi. C'est à toi de piloter justement ton triptyque pour faire en sorte de les Exactement. générer. Mais là, du coup, il y a quand même des années qui se passent. Donc aujourd'hui, là, à l'heure où je suis en face de toi, au niveau crypto-bourse, pareil, tu es toujours dans une stratégie de réinvestissement, tu t'en sors de temps en temps, même l'IMO, tu t'en vis, etc. Comment tu as fait ton switch maintenant que tu n'as plus de CDI, justement? Quand tu as fait ta rupture conventionnelle, comme j'ai dit, moi j'avais créé ma SASU en parallèle, donc SASU imposée à l'impôt sur les sociétés. Tu ne déclares pas de revenus, donc moi je ne me payais pas parce que j'avais tout simplement suffisamment d'argent grâce à ça. Oui. Une fois effectivement que tu n'as plus Pôle emploi, c'est là où tu dois réfléchir à des stratégies de rémunération. Là, je me suis dit, bon, j'ai un peu de loyer, je vais vivre sur mes loyers. Donc là, effectivement, c'est là où j'ai commencé à vivre sur mes loyers. Manque de peau, j'ai plus de loyer grâce à celle-ci. Là, on parle de, ouais, ils seront plus loués, offrir le crédit. Mais toi, ça va plus loin que ça. C'est aussi une partie de tes ressources personnelles pour Ah vous. oui, c'est Donc, clair. Mon épargne va être fumée, j'ai pas de rémunération parce que j'ai choisi une autre stratégie. Après, c'est des discussions fiscales assez complexes, mais moi, en gros, je vais passer de la SASU IS à la SASU IR. Ouais. Donc j'attends mon bilan pour savoir si je me sors un dividende ou pas. Si je me sors un dividende, le problème il est réglé. J'ai de l'argent, voilà. Ouais, Ça va me faire, je sais pas, moi je te dis, si tu te dis qu'un salaire annuel classique c'est entre 10 et 20 000 €, bon, à l'année, hein. Ouais, bien Bon, sûr. bah si je me sors ça en dividende, je peux vivre Oui, bien sûr. à l'année. Oui. Et après, voilà, quand tu es dirigeant d'entreprise, il y a une discipline qui s'appelle la rémunération du dirigeant. Il y a des choses que tu peux passer en société, des choses que tu ne peux pas passer en société, et des choses que tu peux passer dans tes dépenses IMO aussi. Donc voilà, tout ça c'est assez complexe. C'est vrai que beaucoup de gens ont peur de ça.
Mais voilà, quand on est entrepreneur, on ne réfléchit plus en termes de salaire. Bah oui. On réfléchit dans une structure globale. Et moi, comme j'ai tout acheté en mon propre, je me dis, je vais pousser la logique jusqu'au bout. Je vais pas me mettre en société. Moi, j'ai pas acheté des SCI, etc. Donc, je vais me passer en SASU hier. Donc, je vais vraiment absolument être à 100% à l'impôt sur les revenus. Donc, ça, c'est assez, on va dire, c'est un jeu d'équilibriste parce que les tranches marginales d'imposition pour le particulier peuvent potentiellement être plus élevées que l'IS. Donc, l'IS au maximum en France, c'est 25%, 15% quand on est à taux réduit. L'IR, on peut aller facilement taper un 45%. Oui, tu Donc, peux. ça implique d'être très, très prudent, de bien anticiper, de savoir exactement ce qu'on va faire et d'optimiser. Comme j'ai un déficit foncier à gauche, un LMP à droite avec des amortissements et du déficit reportable, et que je consomme quand même pas mal de choses via ma SASU hier, l'un dans l'autre, ça passe. Ouais, je vois très Donc bien. voilà, j'attends en fait simplement le dividende et c'est comme ça que je me paie. Ok. Et ça, c'est une question que j'aime bien j'aime bien poser un peu aux invités. C'est avec le temps, tes investissements, tu développes ta boîte, tu as cette sensation quand même de t'enrichir, tu vois. Comment tu fais pour ne pas faire en sorte que ton lifestyle explose et tes envies d'augmenter ton train de vie soient bien plus élevées que ton business? Parce que souvent, tu vois, c'est ça, c'est un peu la quête. Ah, ça y est, j'ai pété. Et puis en fait, tu t'aperçois que tu dépenses des choses vraiment chères, que ce soit de la marque et ça. Mais en fait, tu n'es pas en train de te développer aussi vite que ça te coûte. Et en fait, tu vas te fumer complètement, quoi. Comment tu doses ce lifestyle? En général, l'immobilier est là pour me rappeler qu'il existe. En me disant, hey, coucou, il y a ça à payer. Donc, je te donne un exemple. Bon, là, voilà, j'ai 20 000 euros à sortir pour pouvoir payer les dégâts. Dieu merci, je peux le faire. J'ai une forme de reconnaissance de me dire, bon, bah, heureusement que j'ai réussi à faire ça. Autre exemple, j'ai un deuxième appartement. Donc, lui, il est en copropriété. Et là, j'ai une toiture complète à refaire avec la copro. J'ai une toiture d'une bâtisse du 19e siècle, ça a piqué aussi. J'ai toutes ces échéances-là qui me rappellent que voilà, je peux pas augmenter mon lifestyle de façon exponentielle, quoi. Et c'est pas dur, c'est pas frustrant, ou c'est ok dans ta strate parce que tu sais que c'est un peu ce qu'on dit aussi, plaisir immédiat, plaisir différé? Oui, non, c'est pas dur, mais par contre, ça me permet encore plus d'avoir un discours de réalisme en disant l'immobilier d'habitation, on est responsable des aménagements intérieurs, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des billets à sortir pour ceci, pour cela. Et c'est ça, en fait, aussi la grande hypocrisie, quelque part, des calculs de rendement. C'est ok, super, il est super ton calcul de rendement, mais là, il se passe rien. Elles sont où les dépenses imprévues? Et en général, les dépenses imprévues, on ne veut pas les prévoir. On est bien derrière son petit déni de cash flow positif, je ne sais pas combien. Alors que si la chaudière pète, c'est pour ta pomme. Si il y a le GIGN qui pète la porte, c'est pour ta pomme aussi. Exemple tout à fait fortuit. Tous ces exemples-là, c'est pour te rappeler en fait que tu es responsable de tout. Et en fait, en immobilier d'habitation, tu es responsable de tout. Tu as une responsabilité infinie. Alors que, tu vois, on dit ouais, les marchés financiers, c'est risqué, etc. Mais attends, dans les marchés financiers, tu es limité à ta mise. L'immobilier, on va même venir te chercher de l'argent que tu n'as pas. Le fisc, il s'en fout, lui, que t'aies pas d'argent. Hop, paye tes impôts, paye tes taxes. Si tu les as pas, on va t'envoyer des avis à tiers détenteurs. Et si tu payes pas, on te saisit ton bien et on le vend. Donc on va venir te prendre même des choses, des fois, que tu n'as pas. Quelque part en liquidité, genre. Ah non, mais je suis bien d'accord avec toi, hein. Tout ça me rappelle que il faut que je fasse attention quand on est investisseur immobilier. On doit avoir des liquidités suffisantes pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Et si j'avais bouffé ça pour mon lifestyle, je l'aurais payé très très cher aujourd'hui. Ouais. Mais c'est bien, je trouve que c'est une belle leçon de réalisme et d'honnêteté, alors que tu n'en es pas ton premier bien, t'es plus une débutante en investisseuse, entre guillemets, et pourtant, tu vois, je trouve que c'est important de rappeler que, bah ouais, il faut faire gaffe, parce que l'argent, il se crame beaucoup plus vite qu'il se fabrique, et que justement, si t'as pas ton capital, parce que t'as pas réussi à faire une boîte qui explose, bah, il faut se calmer, quoi. C'est ça. Après, je suis pas quelqu'un qui est, on va dire, qui aspire à un lifestyle hyper sophistiqué. Ouais. Moi, si je t'explique un petit peu mon pourquoi, mon objectif de vie, c'est avoir une maison à la campagne et vivre en quasi-autosuffisance, quoi. Alors moi, si tu me demandes ma vie de rêve, c'est je me lève, je fais de la confiture, je vais cueillir des coins. Ah ouais, c'est ça, toi? Ah ouais, de ouf. Je vais aller en montagne, faire de la rando, bouffer un truc que je me suis fait dans ma gamelle, que j'ai emporté dans mon sac. Et c'est ça que je kiffe. Ouais, t'aspires pas à du bling-bling, des sacs Chanel à Dubaï, quoi. Non, Pas plus que ça, ouais. non, pas plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est rigolo des fois de se faire un petit plaisir, bien sûr. Mais je veux dire, si tu me dis mon quotidien, si tu me demandes de décrire la vie, une journée type de rêve, c'est une journée en famille, dans une grande maison avec un grand terrain dans lequel je peux cultiver, où je vais aller au poulailler, enfin, ce genre de choses, quoi. Et tu dirais que le fait d'être devenu de plus en plus financièrement t'a rapproché de ça, ou au contraire, t'as eu tendance à vouloir dire à un moment, tiens, c'est en train de me changer, ça va peut-être me faire flamber, ou au contraire, parce qu'on dit souvent que l'argent ne fait que révéler qui tu es vraiment. Oui, je pense aussi
Mais après, moi, c'est vrai que j'ai un parcours spirituel assez particulier. Et pour moi, tout ça est intimement lié à la spiritualité. Donc, en principe, c'est le moment du podcast où ça devient hyper perché. J'ai commencé, en fait, à gagner plus d'argent et à mieux réussir et à être mieux alignée avec mon business en même temps que j'étais plus alignée niveau spirituel. Moi, je suis quelqu'un de croyant, pratiquant. Ouais. Et en fait, bon, après, j'ai eu quelques déclics et quelques révélations spirituelles qui m'ont particulièrement alignée avec mon business. Et aujourd'hui, mon business, c'est ma mission de vie. Ok. Et en fait, le fait d'être alignée avec ma mission de vie, enfin d'avoir aligné mon business avec ma mission de vie, ben, je me reconnais particulièrement là-dedans. J'ai vraiment mon plein potentiel qui se libère là-dedans. Et en fait, l'argent n'est qu'une conséquence et en plus n'est qu'un moyen pour servir cette fameuse mission de vie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ouais, l'argent, c'est pas une fin en soi, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Non, Tu le non, vois pas du comme une tout. conséquence. Je le vois en fait comme une conséquence et comme un outil. Je sais pas si tu connais la parabole des talents. Ça me parle pas, non. Non, tu connais pas dans la Bible? Il me semble que c'est dans l'évangile de Matthieu où en fait ça te parle pas. En fait, tu as 3 serviteurs et le maître de la maison du coup va confier un talent à chaque serviteur. Et le talent, on parle pas du talent dans le sens d'une aptitude à faire quelque chose d'incroyable, c'est une monnaie de l'Antiquité. Mais le jeu de mots est assez intéressant. Il va donner en fait un talent à l'un, 2 talents à l'autre, et au dernier serviteur, il va donner 3 talents. Donc il se casse, le maître de la maison s'en va, et il revient quelques temps plus tard, et il va voir, en fait, il va demander des comptes à chaque serviteur, savoir ce qu'il a fait avec l'argent qu'il leur a donné. Et le premier serviteur, celui qui a eu 3 talents, revient et dit, bah maître, j'ai fructifié l'argent que tu m'as donné, et voilà, aujourd'hui 6 talents, j'ai doublé ma mise. C'est bien, cher serviteur, tu es un bon serviteur, entre dans ma joie. Le deuxième serviteur lui dit, bah moi aussi, mon bon maître, j'ai doublé la mise, et puis voici 4 talents. Le maître, du coup, lui dit, tu es un bon serviteur, entre dans ma joie. Et le dernier lui a dit, bah maître, moi j'avais trop peur de votre réaction. Je sais que tu récoltes où tu n'as pas semé. Donc c'est une phrase qui est très intéressante et à creuser. Et j'ai enterré en fait ce talent dans la terre pour le cacher et pour te le restituer à ton retour. Et là, il engueule son serviteur. Il dit, espèce de serviteur paresseux, tu ne mérites pas ce que je t'ai donné. Et là, en fait, ça m'a fait un choc. Je me dis, mais en fait, moins on en a et moins on en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vachement interpellée. Je me suis dit, en gros, aujourd'hui, on est né avec des aptitudes, avec des talents. Donc là, vraiment au sens figuré du terme. Donc on ne parle pas de la monnaie, on parle vraiment d'une aptitude à faire quelque chose de ses 10 doigts. Et si on n'en fait rien, on se rend coupable, en fait, de paresse. On se rend coupable d'inutilité au monde. Et c'est seulement en réussissant que je peux briller et être utile au reste de la planète. Et ça, je me suis dit, en fait, si je sais faire quelque chose, si j'ai par exemple une pédagogie exceptionnelle en finance, au hasard, c'est mon devoir en fait d'aller la mettre au service du monde. Okay. Et l'argent n'est qu'une conséquence pour pouvoir amplifier cette machine et servir encore plus de monde. Donc toi, ce qui lie ton entreprise aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire, limite, je dois le faire, c'est un devoir de devoir transférer mes connaissances. J'ai eu un talent, enfin il y a des gens ils savent chanter, il y a des gens ils savent danser, il y a des gens, je sais pas moi, ils sont exceptionnels à telle aptitude, bon bah moi c'est ça, voilà, je l'ai trouvé déjà, je suis très contente. Si je n'en fais rien, je me rends coupable de paresse et d'inutilité. Je sers à rien, ni à Dieu, ni au monde, si je ne fais rien. Donc je suis obligée, quelque part, c'est ma mission. Et en fait, à partir du moment où j'ai épousé, où en fait j'ai compris que j'avais un talent et qu'il fallait que je m'en serve, je sais pas, j'ai senti quelque chose s'est aligné et bizarrement, je réussis. T'as l'impression que plus de choses se s'ouvrent. Ouais, j'ai l'impression que plus de choses se débloquent, j'ai besoin de quelque chose, je l'obtiens. Donc là, je me dis, bon, ok, j'ai un immeuble qui a été pété, j'en ai pour 20 000 balles. Et en fait, quelque part, je me dis, au fond de moi, je m'en veux d'avoir douté parce que je me dis, Dieu me donnera toujours ce dont j'ai besoin. Et en fait, quelle est ma mission? Ok, pourquoi c'est tombé sur moi? Il faut que je fasse de la pédagogie là-dessus. Il faut que je m'en serve en fait pour pouvoir aider encore plus de gens. Ouais, c'est ça. Je suis l'exemple. Alors, c'est peut-être prétentieux, mais quelque part, moi, je me dis, je ne suis qu'un serviteur en fait. Ouais. Non, mais moi, je suis pas dans la spiritualité à ce point, mais c'est le concept que j'aime bien, tu vois. Je trouve que quand tu te mets à rayonner, t'attires à toi. Je suis assez d'accord que l'argent n'est qu'une conséquence, tu vois. Je pense que si dans la vie tu cours après l'argent, t'en feras pas. Parce que c'est pas un bon guide, tu vois. Et moi, c'est moins spirituel que toi, mais j'ai eu aussi ces petits déclics où je me suis dit, après m'être pété la gueule, parce que quand tu lances une boîte, bah, t'es jeune, t'es con, tu le fais pour l'argent, et tu t'aperçois que ça marche pas, etc. Et quand tu commences à t'en détacher, que tu trouves vraiment le vrai pourquoi, et tu t'aperçois que le pourquoi n'est jamais l'argent. Non, jamais. Jamais, mais vraiment jamais. Et je sais que c'est impossible pour un auditeur d'Instagram de le comprendre, parce qu'il pense que tu fais ça que pour l'argent. Mais j'ai jamais fait autant d'argent depuis que je me suis détaché de mon business. Mais véridique. Au début, moi, je le comprenais pas.
Et pareil, au début, on rentre toujours là-dedans pour les mauvaises raisons, Ouais. que ce soit l'investissement, que ce Ah, mais soit moi le j'étais le business, premier. etc. Je suis rentré pour mode. Puis tu sais, souvent quand tu pars un peu comme nous de pas grand chose, moi je suis rentré pour l'oseille. Je me suis dit, c'est bon, je vais m'en sortir, je veux de l'oseille, je veux de l'oseille, je veux de l'oseille. Mais comme tout le Je veux monde. une grosse bagnole, je veux ci, je veux ça, je veux une belle baraque, je veux être tranquille. Et j'ai pris branlé sur branlé. Comme tout le monde. Ouais. On rentre toujours pour les mauvaises raisons et ensuite c'est le parcours de notre vie qui va nous remettre ou pas Ouais. à l'endroit, quel est le sens caché, quelle est la quête en fait, quelle est la vraie quête. Et moi je suis contente de l'avoir trouvé et bizarrement ça se débloque. Et c'est vrai que je voyais tout le monde dire ça, je dis mais c'est perché votre truc, n'importe quoi et tout. Pas tant perché que ça, hein, je pense. Ouais. En fait, Pas tant que ça. Mm. Moi je suis assez raccord avec ça. Le jour où tu t'alignes, il se passe des choses quand même. Parce qu'en fait, tu t'aperçois que c'est ton énergie qui fait que la machine elle fonctionne, en fait, que ta boîte fonctionne, que tes investissements fonctionnent. Toi, je te prends un exemple tout con, mais tu dis j'ai hygiène, ouais, je perds du 20 000 balles et tout. Mais toi, tu peux très bien, comme tu le fais, rebondir pour dire bah au contraire, ça va me permet de faire de la pédagogie. Au contraire, ça va peut-être même me faire de la visibilité. Je vais pouvoir m'en servir d'exemple et finalement, je vais peut-être gagner plus à terme, tu vois. C'est soit tu veux le verre à moitié vide, soit tu veux le verre à moitié plein, quoi. c'est ça. Ok, super intéressant, Tania. Et moi, j'ai une dernière question que je pose à tous mes guests. Pour tous nos auditeurs, si tu aurais un conseil à leur donner pour se lancer, pour réussir, ton conseil le plus authentique, quel serait-il? Si vous voulez des résultats normaux, vous ferez des mesures, enfin vous prendrez des mesures normales, mais si vous prenez conscience que votre objectif est exceptionnel, il va falloir mettre en place des mesures exceptionnelles et véritablement y aller, changer de comportement, changer d'attitude, tout changer si on veut vraiment avoir un résultat différent. Ok, super, super intéressant. Merci beaucoup, Avec Tania, plaisir. pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Moi, j'ai trouvé ça super inspirant. Je suis raccord avec toi sur pas mal de thématiques en plus. Donc, j'ai trouvé ça, en tout cas, riche d'authenticité, d'honnêteté. Donc, merci à toi, encore une fois. Vous nous retrouvez, bien sûr, sur Authentique tous les mercredis. Il y a un épisode qui sort tous les mercredis. Donc, n'hésitez pas à commenter, à le liker, à le partager. On se fera un plaisir de regarder tout ça et de vous répondre. Et on se retrouve dans un prochain épisode d'Authentique. Ciao, ciao.